Gilgamesh. Tout d'abord, regardons sur la carte où se passe ce récit. Vous avez ici en blanc, on pourrait le colorier en bleu, la mer Méditerranée, qui se termine à l'est et qui touche donc l'Asie mineure. De l'autre côté, on voit marqué Asie mineure, de l'autre côté, vous avez, plus à l'ouest, la Méditerranée que vous connaissez peut-être bien, qui touche l'Italie, qui touche l'Espagne, qui touche le sud de la France, avec des villes comme Toulon, Hyères, Perpignan, Saint-Tropez, Cassis, Marseille, Menton. Ici, c'est la mer Méditerranée qui touche l'Égypte, on voit bien le delta du Nil, et qui touche ici le pays des Hébreux, avec la mer Rouge, qu'on pourrait colorier en bleu, et là un grand désert, le désert d'Arabie. Deux fleuves très importants, le Tigre et l'Euphrate. Ces deux fleuves vont être très importants parce qu'ils vont permettre un certain nombre de cultures. Le fait qu'il y ait de l'eau par rapport au désert rend possible les cultures et donc rend possible la vie des animaux et donc rend possible l'installation et la vie des hommes. C'est pourquoi, dans cette région du monde qu'à l'époque on appelait la Mésopotamie, eh bien, il y a de grandes cités, de grandes villes qui se sont fondées. Our, Uruk, Nippur, Babylone. Qui ne connaît pas le mot Babylone? Marie, Assur et Ninive, la grande ville dont on parle également dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, avec l'épisode de Jonas qui se fait avalé par une baleine pendant 3 jours parce qu'il refuse d'écouter le Seigneur qui lui demande d'aller à Ninive, la grande ville, pour les aider à avoir une vie meilleure et les convertir au bien. Voilà, c'est dans cette région du monde que se passe le récit que nous allons lire. Gilgamesh. Gilgamesh, c'est le plus ancien texte littéraire que nous possédions. Ça, c'est très important. C'est le plus ancien texte littéraire au monde que nous possédions. Il a été gravé sur des tablettes d'argile avec une écriture qui s'appelle une écriture cunéiforme. Ce ne sont pas des lettres, ce sont des signes, des symboles. Ce texte a surgi des sables. On parle des sables puisque je vous rappelle que c'est une région qui est quand même relativement désertique, sauf à côté des fleuves. Au milieu du XIXe siècle, lors de fouilles archéologiques à Ninive, dans un pays qui s'appelle l'Irak actuellement. Donc il y a seulement 150 ans qu'on a trouvé ces tablettes en faisant des fouilles archéologiques. C'est ainsi que nous est parvenue la légende de Gilgamesh, roi d'Uruk, ancienne cité du pays d'entre les fleuves, on les a cités tout à l'heure, le Tigre et l'Euphrate, la Mésopotamie, où est née notre civilisation. Commençons la lecture. Première tablette, les deux héros. Je vais raconter l'histoire de celui qui a tout vu, qui a tout connu. Je vais montrer au monde celui qui a exploré la terre entière, percé les secrets et les mystères des choses. D'un seul regard, lui, le plus sage des sages, il a su embrasser l'univers depuis son commencement, bien avant le déluge. Lorsqu'il est revenu de son lointain voyage, exténué, c'est-à-dire complètement crevé, épuisé, mais apaisé, il a gravé sur une stèle, c'est-à-dire une pierre, les prouesses, les exploits qu'il avait accomplis. C'est lui qui a fait édifier, qui a fait bâtir les murs de la cité d'Uruk et ceux du temple d'Eanna. Regarde comme les briques de cette muraille sont serrées, aussi serrées que les mailles d'un filet pour attraper les oiseaux. Contemple ces fondations inébranlables. Avance-toi vers l'Eanna,
ce lieu sacré où réside la déesse Ishtar. Nul roi n'a pu ensuite édifier un si beau temple. Monte et promène-toi sur les remparts d'Uruk. Observe ses fondations, admire la manière dont ont été montées les briques cuites. Les plans de cet édifice, de ce bâtiment, n'ont-ils pas été conçus par les 7 sages ? Contemple le domaine du temple d'Ishtar. 300 hectares de villes, 300 hectares de jardins. C'est quand même remarquable dans un pays qui est relativement désertique. Et 300 hectares encore de terre vierge, c'est-à-dire qui n'a jamais été cultivée. Va maintenant chercher la cassette en cuivre cachée au cœur du temple. La cassette, c'est un petit coffret. Tourne son anneau de bronze et ouvre le tiroir à secret. Tire-en la tablette de l'azulite sur laquelle sont gravées les aventures du légendaire Gilgamesh. Gilgamesh était un roi célèbre, prestigieux et exceptionnel. Tel un buffle aux cornes terribles, il entraînait ses troupes à sa suite. Quand il les suivait, c'était pour les protéger. Ce roi était comme une vague puissante. Il pouvait tout démolir sur son passage jusqu'au mur de pierre. Ainsi commence l'histoire de Gilgamesh, le fils de Lugalbanda et de Ninsuna la Bufless, dont la force est prodigieuse et les exploits éblouissants. C'est lui qui a ouvert des brèches dans les montagnes et creusé des puits dans les vallées. C'est lui qui a traversé la mer immense jusqu'au point de l'horizon où le soleil se lève. À l'est, bien entendu. C'est lui encore qui a exploré l'univers entier à la recherche de l'immortalité. Et parmi tous les hommes, aussi nombreux soient-ils, personne ne peut prétendre lui ravir le pouvoir, ni rivaliser avec lui, ni même déclarer comme il l'a fait « Le roi, c'est moi seul ». À sa naissance, Gilgamesh était déjà un être extraordinaire, divin aux 2 tiers et humain pour le reste, donc pour le tiers restant. La grande déesse Aruru la sublime, qui créa l'humanité, avait dessiné son corps, modelé son visage. C'était d'elle encore que lui venait sa façon de se tenir et son immense force. À Uruk, on a vu, la ville qui se situe en Mésopotamie, il arpentait constamment les ruelles entre les enclos de la ville. Il paradait, c'est-à-dire il marchait fièrement, la tête haute, exhibant, c'est-à-dire montrant, sa force comme un buffle. Il était toujours là à brandir ses armes et son escorte le suivait comme son ombre. Les hommes les plus robustes d'Uruk ne cessaient d'avoir peur, tremblaient au plus profond d'eux-mêmes et disaient « Ce Gilgamesh, aussi sage et averti soit-il, est trop arrogant. » Quelqu'un d'arrogant, c'est quelqu'un de dédaigneux, de méprisant. Il ne laisse pas un fils à son père, ni une adolescente à sa mère, qu'elle soit fille de guerrier ou déjà fiancée, car il a toujours soif de puissance et de gloire. Les dieux entendirent enfin leurs plaintes et interpellèrent alors Anu, le père des dieux. « N'est-ce pas toi qui as mis en place dans la cité Gilgamesh, ce buffle arrogant, toujours prêt à brandir ses armes, avec une escorte à ses ordres qui le suit comme son ombre ?» Anu ayant entendu leurs plaintes, les hommes d'Uruk purent se tourner cette fois vers Aruru, la grande déesse. Donc vous voyez, il y a plusieurs dieux et déesses. On est dans un univers polythéiste. Poly, ça veut dire plusieurs en grec, et théiste, ça vient de théo, Dieu. Il y a plusieurs dieux. Aruru, lui dirent-ils, toi qui as donné forme à l'humanité, écoute le dieu Anu, le dieu des dieux, et crée sous sa dictée, comme il l'a imaginé, un homme aussi puissant que l'ouragan. Lorsqu'ils se trouveront face à face, cet homme-là et Gilgamesh, ils s'empoigneront, c'est certain. Et pendant ce temps-là, la cité d'Uruk trouvera son calme. Retrouvera même son calme. Aruru entendit ce que les hommes robustes d'Uruk lui demandaient.
Elle se lava les mains, prit un bloc d'argile et le déposa dans la steppe. Une steppe, c'est une grande étendue sur laquelle il y a peu de végétation, en tout cas une végétation assez basse. De l'herbe, quelques arbustes. Et c'est là, dans la steppe, qu'elle donna une forme à Endiku, le courageux. Celui qui fut mis au monde dans la plus grande solitude. Son corps velu, c'est-à-dire tout poilu, était aussi musclé qu'un bloc de pierre tombé du ciel. Ses cheveux bouclés ressemblaient à ceux d'une femme. Ils ondulaient comme un champ d'épis. Donc on peut imaginer qu'ils sont bouclés et longs. Enkidu ne connaissait pas les humains. Il vivait à l'état sauvage au milieu des gazelles, broutant comme elles les hautes herbes, s'arrêtant au même point d'eau et se désaltérant en compagnie des bêtes. Un jour, un chasseur qui posait des pièges l'aperçut près de ce point d'eau. Il l'aperçut une première fois, puis une seconde et une troisième. À chaque fois, il eut si peur qu'il en devint muet de stupeur. Il revint chez lui le visage grave et inquiet, et quand il put enfin parler, il dit à son père « Père, il y a dans la steppe une sorte de colosse. » Colosse, c'est un homme d'une taille et d'une force exceptionnelle. Vous voyez, vous avez une petite note de vocabulaire qui renvoie ici à des indications qui vous expliquent les mots compliqués. Donc, il y a dans la steppe une sorte de colosse qui est sans aucun doute le plus fort du monde. Sa musculature, on dirait un bloc de pierre tombé du ciel. Il se déplace avec une harde de gazelle et boit avec elle au point d'eau. J'ai eu si peur en le voyant que je n'ai pas osé l'approcher. Il a comblé les fosses que j'avais creusées, les trous que j'avais creusés, arraché les filets de chasse que j'avais tendus. Il a détourné le gros gibier et le petit. Il ne me laisse plus chasser dans la steppe. Mon fils, pars à Uruk, la grande cité. Il y a là-bas un homme, Gilgamesh, et personne n'est plus fort que lui. Sa musculature est aussi puissante qu'un bloc de pierre tombé du ciel. Ah bah décidément, on a deux hommes avec une musculature aussi puissante qu'un bloc de pierre tombé du ciel. Ça va faire deux sacrés combattants. Va le trouver et décris-lui l'être humain dont tu me parles. Décris-lui sa force, sa grandeur, sa vigueur. Gilgamesh te donnera alors une courtisane, une femme. Tu emmèneras cette femme avec toi à la chasse et tu lui expliqueras à quel point l'homme que tu as vu est robuste. Quand cet homme arrivera, comme d'habitude avec sa harde, au point d'eau, qu'elle retire ses vêtements. Lorsqu'il la verra nue, il sera tellement séduit par sa beauté que rien n'arrêtera son désir et il se jettera sur elle pour l'aimer. Sa harde de gazelle comprendra aussitôt qu'il n'est pas des leurs et elle aura désormais peur de lui. Le chasseur suivit les conseils de son père. Il alla trouver Gilgamesh à Uruk et lui raconta ce qu'il devait lui raconter. Et Gilgamesh fit exactement ce qui avait été prévu. Il lui donna une courtisane et la courtisane suivit le chasseur. Après 3 jours de marche, le chasseur et la courtisane arrivèrent au point d'eau, là où le chasseur avait vu Endiku au milieu des gazelles. Ils attendirent 1 jour, 2 jours. La harde arriva enfin pour s'abreuver, pour boire. La courtisane aperçut alors cet être mi-humain, mi-sauvage, ce colosse à la force redoutable, tout droit surgi de la steppe. « Le voilà, lui dit le chasseur. Laisse tomber ta robe pour qu'il te voie nu et te désire. Qu'il se jette sur toi, t'enlace et prenne du plaisir avec toi. Ben voyons. N'aie pas peur de l'épuiser. Ben voyons. En voyant comment il te caresse, sa harde de gazelle comprendra qu'il n'est pas des leurs et elle aura désormais peur de lui. » Alors la courtisane écarta ses voiles, laissa tomber sa tunique
Elle découvrit sa nudité pour qu'Endiku apprenne. Pardon, c'était les places. Oh là là. Voilà. Apprenne ce qu'est le désir et connaisse le plaisir. Il se jeta sur elle, l'enlaça, la caressa pendant 7 jours et 7 nuits. Endiku fit l'amour avec la courtisane. Quand son plaisir fut enfin assouvi, il se décida à rejoindre sa harde. Mais dès qu'il s'en approcha, les gazelles s'enfuirent et toutes les bêtes sauvages s'éloignèrent. Il voulut les rattraper, mais soudain, il se sentit épuisé, incapable de courir dans la steppe comme avant. Si Endiku avait perdu ses forces, son intelligence par contre s'était ouverte. Il revint s'asseoir au pied de la courtisane et il comprit tout ce qu'elle lui disait, simplement en regardant son visage. Elle lui disait « Endiku, tu es beau, aussi beau qu'un dieu. Pourquoi cours-tu dans la steppe avec les bêtes? Viens plutôt avec moi à Uruk, là où s'élève le temple sacré d'Anu et d'Ishtar, là où se trouve Gilgamesh, le plus robuste de tous les hommes, celui qui est fort comme un buffle. » Et tandis que la courtisane lui parlait ainsi, Endiku pressentit que ce Gilgamesh deviendrait son ami. Oui, on va voir que c'est pas si simple, hein. « Emmène-moi à Uruk, lui dit-il. Emmène-moi là où s'élève le temple sacré d'Anu et d'Ishtar, là où se trouve Gilgamesh pour que je défie et je me mesure à lui. La lutte sera rude, mais j'en sortirai vainqueur. Et je proclamerai à toute la ville, le plus puissant, c'est moi. Lorsque je serai à Uruk, tout changera, car moi je suis né dans la steppe, je serai le plus fort, le plus robuste. Viens, partons, lui dit la courtisane. Je sais où est Gilgamesh. Viens, Endiku, viens avec moi jusqu'à Uruk. Tous les jours, on y fait la fête au son des tambourins, et crois-moi, là-bas, plus d'un homme est séduit par la beauté des belles courtisanes. Quand tu rencontreras Gilgamesh, que vous serez face à face, regarde-le bien. C'est un homme au corps parfait, dans la pleine force de l'âge. Il est fier et séduisant, plus robuste que toi, infatigable de jour comme de nuit. Oublie ta hargne, Endiku. Shamash, le dieu du soleil, protège Gilgamesh. Anu, le père du ciel, avec Enlil, le dieu de la terre, le souverain des dieux, et Ea, le créateur des humains, lui ont accordé non seulement une grande intelligence, mais aussi le don de voyance. Bien avant que tu ne quittes ta steppe pour venir à Uruk te mesurer à lui, Gilgamesh avait déjà rêvé de toi. Écoute, je vais te raconter comment cela s'est passé. Un matin, Gilgamesh demanda à Ninsuna, la bufflesse, sa mère. « Mère, voici le rêve que j'ai fait cette nuit. J'étais entourée d'étoiles lorsqu'un bloc de pierre venu du ciel est tombé lourdement près de moi. J'ai voulu le soulever, mais il était beaucoup trop lourd. J'ai voulu le déplacer, mais il était impossible de le remuer. Toute la population d'Uruk s'était attroupée devant ce bloc. La foule se pressait pour l'apercevoir et les hommes les plus robustes lui baisaient les pieds comme ils l'auraient fait à un nouveau-né. Et moi, je le caressais comme une femme. Finalement, j'ai déposé ce bloc à tes pieds et toi, sans faire aucune différence entre lui et moi, tu l'as traité comme ton propre fils. » La mère de Gilgamesh interpréta alors ce songe. Interpréter un songe, c'est expliquer ce qu'il veut dire. « Les étoiles dont tu parles, mon fils, ce sont les hommes de ton escorte. Le bloc de pierre tombé du ciel que tu voulais soulever puis déplacer et que tu as ensuite déposé à mes pieds, cela signifie qu'un homme va arriver à Uruk et qu'il sera pour toi un compagnon solide comme un roc. Il est l'être le plus fort et le plus courageux de tout le pays. Dans ton rêve,
Je l'ai traité comme toi, car il sera pour toi un ami fidèle, prêt à te secourir. Et il ne t'abandonnera jamais. Ton rêve, mon fils, est un bon rêve. » Le lendemain, poursuivit la courtisane, Gilgamesh s'adressa une seconde fois à sa mère, car il avait eu un nouveau songe pendant la nuit. « Mère, dans mon rêve, j'ai vu une petite hache. Elle avait été déposée là sur le sol et toute la population d'Uruk s'était rassemblée autour d'elle. La foule se pressait pour la voir. Moi, je l'ai ramassée. Elle me plaisait. Je la caressais comme une femme. Je l'ai déposée à tes pieds et toi, sans faire aucune différence entre elle et moi, tu l'as traitée comme ton propre fils. »« Mon fils, » répondit Ninsuna, qui connaissait le passé, le présent et l'avenir. « Tu as fait le même rêve. La petite hache signifie que quelqu'un va arriver à Uruk. Il sera pour toi un compagnon aussi puissant qu'une arme. Mais ce sera aussi un ami fidèle, toujours prêt à te secourir, et il ne t'abandonnera jamais. Ton rêve, mon fils, est un bon rêve. »« Mère, s'écria alors Gilgamesh, ce serait une grande chance pour moi d'avoir un tel ami pour confident. » Quelqu'un qui est un confident, c'est quelqu'un à qui on peut faire des confidences, c'est-à-dire lui raconter des choses que l'on ne raconte pas à tout le monde, en lui faisant confiance. Voilà ce que révéla la courtisane à Enkidu, tandis